Oui, bonjour. Mon nom est Andréane Couture. Je suis biologiste à la Samba. Aujourd'hui, dans le cadre du projet en partenariat avec la MRC de Mekinac, je vais vous parler des plantes exotiques envahissantes. Puis le projet s'intitule À l'assaut des plantes exotiques envahissantes dans les eaux des lacs de la MRC de Mekinac. Donc, le plan de la présentation aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu l'organisme pour lequel je travaille. Ensuite, je vais vous faire une petite introduction sur la différence entre les macrophytes et les algues, en fait, les plantes aquatiques et les algues. Ensuite, je vais vous parler de leurs bénéfices et puis on va aller dans le vif du sujet par la suite avec les plantes exotiques envahissantes, leurs différents traits, leurs méthodes de propagation, les impacts, la prévention aussi. La prévention, ce qui veut dire aussi la détection, donc savoir les reconnaître. Je vais vous donner quelques exemples de plantes qu'on peut retrouver sur le territoire. Ensuite, je vais vous parler des méthodes de lutte, un petit peu de réglementation et puis des programmes de subvention qui sont disponibles. Donc, la Samba est en fait un organisme de bassin versant. On peut voir l'étendue des organismes de bassin versant sur la carte qu'on retrouve ici. Un organisme de bassin versant, c'est légalement constitué et ça planifie des actions qui sont ciblées et représentatives de leur milieu. Tout ça afin de protéger et valoriser le réseau graphique de leur territoire. Donc, voilà. En fait, qu'est-ce que c'est un bassin versant? Un bassin versant, c'est délimité par les crêtes des montagnes. C'est un territoire donné, comme on s'imagine une goutte d'eau qui va tomber à une place sur le territoire et qui va le parcourir et qui va se ramasser à un point le plus bas. Donc, le chemin parcouru, en fait, c'est le bassin versant d'une rivière donnée. Eh bien, dans notre cas, c'est le bassin versant de la rivière Batiscan, comme on peut voir ici en orange. Donc, la rivière Batiscan à part de la Tuque et elle se jette dans le fleuve Saint-Laurent. Donc, on peut voir le bassin versant qui est en orange et on a aussi le bassin versant de la rivière Champlain qui est en bleu dans le bas de la carte. Et puis, on a des petits cours d'eau orphelins qui se jettent directement dans le fleuve. Donc, c'est notre territoire de concertation. Puis, en fait, ça s'appelle la zone de gestion intégrée de l'eau, Batiscan-Champlain, et notre raison d'être est de comprendre, s'unir et agir pour l'eau. Donc, l'organisme se divise en trois volets. Le premier volet est la gestion intégrée de l'eau. En fait, c'est un mandat du ministère qui est donné à tous les organismes de bassin versant. En fait, c'est de coordonner, unir et informer les acteurs du territoire. En fait, on vient concerter et on vient mettre à l'avant les différents enjeux et problématiques qu'on retrouve sur le territoire et ce qui fait en fait le plan directeur de l'eau. Donc, par la suite, quand on aura coordonné tous les acteurs et qu'on aura euh, mis de l'avant les différentes problématiques qui se trouvent sur le territoire, ben, on peut développer des projets. Ces projets-là sont subventionnés, et puis ils répondent justement aux enjeux qu'on a soulevés sur le territoire. Donc, le troisième volet de l'organisme, en fait, c'est un volet service-conseil parce qu'on est des professionnels ici, donc on a développé aussi avec le temps une expertise au niveau des milieux humides et hydriques. Donc, on peut rendre cette expertise-là au service là, des acteurs du territoire et faire des projets sous forme de contrat. On va maintenant aller dans le vif du sujet. Je vais vous expliquer c'est quoi une espèce exotique envahissante. Une espèce exotique envahissante, ça peut autant être un végétal, un animal, un micro-organisme, un être vivant en fait qui est introduite hors de son aire de répartition. J'ai comme exemple ici la carte. On a la carte en fait du mériophile à épi. Le mériophile à épi, il provient d'Europe et d'Eurasie. Et puis on peut voir sur la carte là, qu'il est hors de son aire de répartition naturelle. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est une espèce exotique. Et puis le fait qu'elle soit envahissante, en fait, c'est que l'espèce crée des dommages à son milieu naturel, au milieu naturel, dans le fond, qu'elle introduit.
Donc oui, elle crée des dommages au milieu naturel là, qu'elle introduit, puis elle exerce aussi une pression sur la biodiversité. Donc cette espèce-là, elle profite de la perturbation des milieux naturels pour s'installer et se propager ben, au point d'affecter la biodiversité qui est existante et qui est indigène. Donc indigène, ça veut dire qui vient de la place qu'elle introduit. Bien qu'il y ait là, des animaux exotiques envahissants qu'on pourrait parler dans le cadre de ce projet, et aujourd'hui, ben, on va se concentrer sur les plantes qui sont exotiques envahissantes, plus précisément dans les lacs. Puis je voudrais faire une petite là, spécification avant de débuter sur la différence entre un macrophyte et une algue. Donc, une algue, en fait, c'est un organisme qui est unicellulaire, donc ça n'a pas vraiment de racines, ça n'a pas de tiges, ça n'a pas de feuilles qui éclairent. On va pas voir là, une feuille ou une racine là, sur un algue. La majorité, par exemple, des algues là, sont vertes, donc ils ont de la chlorophylle et font de la photosynthèse, mais elles sont microscopiques. Deux exemples d'algues, on va avoir le périphyton, donc c'est une algue là, qui vit attachée sur un substrat, donc des roches ou de quoi, tu sais, quand on marche là, dans un lac, puis des fois c'est gluant, ben, ça va être le périphyton. On a aussi le phytoplancton, en fait, c'est un type d'algue là, qui vit en suspension dans la colonne d'eau. Par la suite, une plante, en fait, un macrophyte, qu'on peut appeler aussi, c'est multicellulaire, donc la majorité aussi sont vertes, donc elles vont faire de la photosynthèse, elles ont de la chlorophylle, puis les plantes vont avoir justement des parties d'une plante, donc des racines, des tiges, des feuilles, des fleurs. Donc comme on peut voir là, sur la photo juste en dessous, là, ben, ici, c'est des plantes aquatiques. Différents types de macrophytes peuvent se retrouver dans un lac. Donc, on va avoir premièrement les émergentes, donc ils vont émerger à la surface de l'eau. On va avoir les plantes à feuilles flottantes. Elles vont être enracinées dans le fond du lac, mais leurs feuilles vont flotter. On va avoir les plantes qui sont submergées, donc elles sont complètement dans l'eau. Et on a les plantes là, flottantes, donc qui ne sont pas enracinées dans le fond du lac. Il y a plusieurs bénéfices, là, justement, de ces plantes-là sur un lac. Des plantes aquatiques, ça va créer des abris pour la faune qui habite le lac. Ça va créer aussi des sites de frais pour les poissons qui feraient justement dans ce type d'environnement. Ça va faire aussi de l'ombrage, donc ça va venir réguler la température du lac. Ça crée de la nourriture aussi pour les différents organismes qui habitent le lac. Ça va faire de la filtration, ça va filtrer l'eau. Ça va venir atténuer les vagues, justement, aux abords du lac. Et ça va venir stabiliser les sédiments. Puis autant que les plantes aquatiques qui font des bénéfices pour le lac, les plantes qui se retrouvent là, sur les rives du lac sont aussi super importantes pour la santé du lac. En fait, à l'aide de leur système racinaire, ben, elles vont venir là, bloquer les apports externes au lac qui vont venir là, justement protéger l'intégrité du lac. Donc, c'est pourquoi qu'on va avoir là, des bandes riveraines qui sont variées et qui sont justement avec des arbustes, des herbacées, qui vont avoir un système racinaire justement varié qui va venir là, capter là, tout ce qu'elle peut capter pour protéger le lac. Ensuite, maintenant, les plantes qui sont exotiques, envahissantes, leur principal trait, en fait, c'est qu'elles ont là, une haute résistance aux perturbations, en fait. C'est pour ça qu'elles ont un caractère envahissant. Donc, elles vont avoir là, des parties qui sont super résistantes, qui vont faire en sorte que la plante accroît rapidement puis qu'elle est super forte. Donc, elle va surplanter les autres plantes. Donc, elle va avoir des stolons, des rhizomes. Elle va avoir une croissance rapide. Elle va avoir souvent là, une absence de brouteur ou de pathogène parce que justement, elle n'est pas dans son milieu naturel à elle. Donc, cette plante-là, elle va venir réduire la diversité et la productivité des autres plantes qu'elle côtoie.
Au niveau de la propagation, justement, ben, ça va être autant une plante là, qui va super bien se reproduire, qui va avoir des méthodes de propagation qui sont super efficaces, que ce soit par les graines des fleurs, que ce soit aussi par des morceaux de plantes, juste des fragments de plantes qui vont s'enraciner et faire une autre plante un petit peu plus loin. C'est possible pour certaines espèces exotiques envahissantes. Des fois, là, justement, ces plantes-là, ben, ils vont survivre 2 à 7 jours hors de l'eau, donc au sec. Donc, cette plante-là va aussi survivre extrêmement longtemps quand c'est un petit peu là, humide ou mouillé. On pense à justement là, propagation par les embarcations nautiques. Là, lorsqu'il reste un petit peu d'eau dans le fond de la chaloupe, ben ça, la plante, elle peut survivre extrêmement longtemps là, dans ces conditions-là. Et aussi l'expansion des colonies ben, par reproduction végétative, donc par son système racinaire. Donc, elle va venir prendre la place, faire des grosses colonies denses. Il y a aussi une forme de résistance qui s'appelle les bourgeons hivernaux. Donc, à la fin de l'été, quand la plante a fini son cycle, ben, elle crée un bourgeon qui va aller se déposer dans le substrat et qui va refaire une plante lorsque l'environnement sera probable là, à la production là, avec ces méthodes de propagation-là, ben, les lacs qui sont les plus à risque, mais c'est certain que c'est les lacs qui sont près des plans d'eau qui possèdent déjà des plantes aquatiques exotiques envahissantes. Sinon, les lacs aussi qui attirent les villégiateurs, donc les personnes qui viennent faire les paddleboards ou quoi que ce soit, qui viennent passer du temps au lac et qui sont pas sensibilisés justement à ne pas propager, donc qui vont peut-être là, être vecteurs là, de propagation pour ces plantes-là. Les lacs aussi qui sont faciles d'accès et proches des centres urbains sont souvent plus susceptibles et ceux qui ont des rampes de mise à l'eau publiques. Donc, ça va être les lacs là, qui vont être plus à risque parce qu'on ne contrôle pas nécessairement ce qui rentre et ce qui sort là, du lac. Au niveau des impacts écologiques, donc comme je l'ai dit tantôt, les espèces exotiques envahissantes, bien, ça va venir diminuer la diversité et l'abondance des plantes indigènes. Donc, on va avoir là justement une moins grande diversité de plantes de systèmes racinaires dans le lac qui vont peut-être avoir des effets. Tu sais, les plantes ont différents rôles dans le lac. Donc, si on a seulement qu'une plante, mais ça remplit pas là, le rôle là, qui est global du lac. Ça va venir aussi peut-être diminuer la qualité de la nourriture dans le lac pour la faune qui y habite. Les impacts aussi sur le poisson, justement, ben, les lacs qui sont fortement végétalisés, ben, les poissons, ils peuvent y trouver refuge, mais en même temps, seul, seulement qu'une plante, c'est pas bon non plus. Donc, il y a aussi ben, les poissons des lacs qui sont plus oligotrophes, donc qui sont moins là, végétalisés, mais ils peuvent perdre là, leur site de ponte. Et puis, ben, les impacts humains, c'est indéniable. Ça va vraiment là, créer des désagréments au niveau là, des navigations de plaisance. Ça va prendre dans les moteurs, dans les pagaies. Ça va gêner au niveau de la nage, au niveau de la pêche sportive aussi. Ça va prendre dans les hameçons, dans tous les équipements de pêche. Puis aussi, là, ben, ça va venir diminuer les valeurs des propriétés parce que c'est beaucoup moins attrayant un lac qui est rempli, là, par exemple, comme ici, de Myriophylla là. C'est pour toutes ces raisons qu'il est important de prévenir l'introduction des espèces aquatiques envahissantes dans les lacs. Et puis prévenir, ça coûte bien moins cher que guérir. J'ai un petit exemple justement, la seule éradication confirmée, par exemple de Myriophylla l'espèce qu'on retrouve là, sur la photo ici. Ben, en Amérique du Nord, c'est un herbier de 0,25 hectares et ça a coûté 1500 $ US à éradiquer sur 10 ans. Donc, c'était pas une grosse colonie par rapport à ce qu'on peut retrouver, mais ça l'a coûté super cher et ça a été super long là, à éradiquer. Donc oui, on prévient, mais comment on prévient? Une des méthodes là, qui est la plus utilisée pour prévenir est les stations de nettoyage. En fait, ça a le plus de chances d'être minutieux qu'une inspection. Puis les différentes stations de nettoyage, ben, on en a une panoplie de différentes stations, donc on a peut-être plusieurs possibilités là, selon ce qu'on veut faire avec ces stations.
On va avoir différents types de stations de nettoyage. On peut avoir premièrement une station là, qui va venir à l'entrée d'un certain lac. Donc, on contrôle l'entrée du lac. Et puis, il peut y avoir des employés à cette entrée-là qui vont venir justement surveiller et sensibiliser les gens pour venir là, laver l'embarcation à l'entrée du lac et à la sortie aussi. Donc, il y a ça. Il y a aussi des stations de nettoyage qui sont comme libre-service. Donc, c'est vraiment selon la bonne volonté des gens. Il faut que, justement, dans ce type-là, dans ce type de station de nettoyage-là, il faut que les gens soient sensibilisés à la cause, justement. Et puis, on va avoir aussi des stations de nettoyage que c'est par émission d'un certificat de lavage. Donc, on va laver le bateau et puis la station de nettoyage, elle va nous sortir un petit coupon. Puis ce coupon-là, ben, il va nous permettre d'entrer dans le lac. Donc, il va y avoir une barrière à l'entrée du lac. Donc, le coupon va permettre là, de justement rentrer dans le lac. Ça, ben, c'est bien quand on veut une station de nettoyage pour plusieurs lacs. Donc, on peut aller laver à une place, puis aller là, dans les lacs là, qui sont annexés. Là, je vous ai parlé de la prévention au niveau des lacs, mais où il y a aussi la prévention quand on fait des travaux publics, justement, parce que il y a justement les plantes aquatiques qu'on veut pas propager, mais il y a les plantes aussi qui sont terrestres, qui se retrouvent là, sur les rives peut-être du lac, qui peuvent être susceptibles de se retrouver sur les rives du lac qu'on ne veut pas propager. Donc, quand on fait des travaux publics, ben, il y a certaines choses à faire là, pour prévenir la propagation des plantes exotiques envahissantes comme ben, avant le début des travaux, c'est important de repérer et localiser les plantes exotiques envahissantes pour mieux planifier les travaux parce que si on se retrouve là, face à des plantes exotiques envahissantes, ben ça va pas être géré de la même manière. Ensuite, ben, on inspecte, on nettoie la machinerie et les outils avant le début des travaux. Puis, on s'assure aussi que les matériaux de remblai, si, il y a lieu, ben, ils sont exempts de plantes exotiques envahissantes parce que ça, c'est aussi une méthode là, qui est, pas une méthode, mais c'est aussi fréquent, là, justement, de propager les plantes exotiques là, envahissantes par des matériaux de remblai. Et par la suite, ben, après les travaux, il ne faut pas oublier de renettoyer la machinerie et les outils. Puis, si on a des matériaux qu'on sort là, de justement du site, ben c'est important que si elles sont touchées par les espèces exotiques envahissantes, ben qu'on aille là, les porter dans un lieu d'enfouissement technique pour pas justement propager. Et c'est important aussi de végétaliser rapidement l'endroit parce que un espace qui est ouvert, qui est exempt de végétation, ben les plantes exotiques envahissantes, ils vont sauter sur l'occasion parce qu'il n'y a pas de compétition végétale. Donc, c'est super important là, de revégétaliser rapidement et d'effectuer aussi un suivi par la suite. La prévention, ça veut aussi dire la détection. Donc, on veut détecter les plantes, qu'elles soient terrestres ou aquatiques. On veut les repérer rapidement pour que si on a à agir, ben, qu'on agisse rapidement parce que c'est beaucoup plus facile d'agir quand une plante est émergente, donc elle n'est pas encore extrêmement bien installée, que quand que la plante est en grosse colonie. Comme je vous ai dit tantôt, c'est quasiment impossible, là, si la plante est bien installée, à l'éradiquer là, complètement. Donc, pour la lutte efficace, ben là, je retourne dans les lacs. Donc, comment qu'on va aller le détecter les plantes exotiques envahissantes? Ben, on peut aller inspecter les points d'introduction les plus probables, comme les rampes de mise à l'eau, les marinas, les baies d'eau calme aussi, les baies où ce que la quantité d'eau est peu profonde, ça, c'est plus propice aussi à l'émergence d'une plante. Et aussi, ben, on peut aller vérifier les fragments qui sont échoués là, sur les plages. Ce qui est important aussi, c'est de mobiliser les riverains, les personnes qui sont sur le terrain, qui sont les yeux, en fait, là, pour si plus de personnes savent les détecter, ben, on va pouvoir les détecter là, plus rapidement.
Et donc, sur le site Internet de la Samba, on a plusieurs outils là, pour vous aider justement à détecter les plantes exotiques envahissantes. Dans l'onglet Boîte à outils, on a une section plantes exotiques envahissantes, c'est une page complète justement sur ces espèces-là, la définition, les conséquences qu'elles ont. On a aussi la liste des espèces exotiques envahissantes qui sont sur le territoire, les causes, quoi faire en présence. Donc, on a tout ça dans cette section-là. Et dans cette même page, justement, on a une trousse sur les plantes qui sont aquatiques envahissantes. Donc, on va vraiment là, avoir une panoplie d'outils qui vont nous aider, des clés d'identification, des fiches d'identification d'espèces, des protocoles de suivi volontaire, des guides de lutte et de prévention sur les espèces exotiques envahissantes, des protocoles aussi pour les stations de lavage. Donc, tout là est sur notre site Internet. Sur le même site, on va avoir aussi le répertoire des plantes aquatiques. En fait, dans le cadre du même projet, la Samba a fait le tour de plusieurs lacs dans la MRC pour justement aller repérer si on avait là, des plantes exotiques envahissantes. Et puis en même temps, ben, on a fait le recensement aussi des plantes qui sont indigènes. Donc, ça se trouve sur le site Internet. On peut voir à gauche, là, on peut aller chercher par lac justement et par plante aussi. Donc, par type de plante aussi. Puis, on retrouve là, sur les fiches là, des plantes, on retrouve là, plusieurs informations sur la plante en tant que telle. Et quand on voit là, un encadré rouge, ça veut dire que la plante est exotique envahissante, fait qu'on peut voir lequel lac est envahi ou pas dans la MRC. Puis, ben, malgré ça, c'est difficile des fois là, de justement identifier, voir si la plante qu'on a devant nous, ben, de l'identifier justement là, adéquatement. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si ou à nous faire part de vos observations là, si vous hésitez ou si vous voulez là, justement là, nous informer là, de vos différentes observations, là, n'hésitez pas à nous écrire. Encore au niveau de la détection, j'aimerais vous présenter un outil qui est super bien. C'est l'outil Sentinelle. C'est une application que vous pouvez tous télécharger sur votre appareil mobile. C'est une application de détection, mais aussi on peut obtenir des informations là, concernant les EEE. En fait, là, c'est super simple. Là. Soit que vous allez dans le petit calepin espèces que vous pouvez là, retrouver, là, comme on voit, là, des fiches d'espèces. Comme ici, ben, je suis allée chercher la myriophylle AP, donc on a la description, l'habitat, méthode de propagation, on a tout ça. Et ce qui est super le fun, c'est qu'on peut faire aussi des observations et leur transmettre. Donc, si on clique sur Nouveau là, dans la première page, et on peut leur transmettre des informations, que ce soit une espèce exotique envahissante au niveau faunique ou au niveau floristique. Ensuite, on vient pointer sur la carte où est-ce qu'elle se trouve. On envoie des photos, la description aussi, l'emplacement, l'habitat et tout. Puis eux autres, ensuite, ils viennent là confirmer que c'est bien de l'espèce qu'on parle. Et par la suite, les données ben, sont colligées et puis ils les rendent publiques là, sur Internet et c'est une carte là, interactive qu'on peut aller consulter. Donc, c'est super bien là, quand que je vous disais tantôt là, d'aller en prévision de travaux, voir s'il y a des espèces exotiques envahissantes ou pas. Ben, c'est une carte qu'on peut justement aller consulter autant les espèces de milieu terrestre que de milieu aquatique, les animaux exotiques envahissants. On retrouve tout ça là, sur le site Internet de Sentinelle. Donc, c'est un super bel outil. Aujourd'hui, ben, je trouvais important de faire le tour des principales espèces exotiques envahissantes qu'on retrouve sur le territoire ou qu'on est susceptible de retrouver sur le territoire. C'est certain que je ne vais pas faire le tour là, de toutes les espèces qui s'y trouvent, mais c'est ça, un petit peu les plus importantes. Au niveau des espèces aquatiques, je vais commencer par le Myriophylle aepi. À cette date-ci, dans les lacs du territoire de la MRC de
Mekinac. Il y a seulement que le Myriophylle à épi qu'on retrouve en plantes aquatiques exotiques envahissantes. Les autres que je vous présente aujourd'hui au niveau des plantes aquatiques exotiques envahissantes ne se retrouvent pas encore dans la MRC de Mekinac, mais elles se retrouvent là, dans les régions pas si loin que ça, donc elles sont super susceptibles de se retrouver là. Donc c'est important de garder l'œil ouvert. Myriophylle à épi, petit bémol avant de commencer, la myriophylle à épi, c'est une espèce exotique envahissante, mais il y a des types de myriophiles, donc de la même famille, qui sont semblables à la myriophylle à épi, mais qui sont indigènes. Donc, des fois, elles sont difficiles à reconnaître, mais je vais vous nommer quelques caractéristiques pour la myriophylle à épi. Puis, comme je vous ai dit, si vous avez des doutes, vous pouvez nous écrire. Donc, la myriophylle à épi, c'est une plante qui est submergée, donc elle est complètement dans l'eau. Elle est observable à partir de juillet. Euh, Elle forme des petites plumes autour de la tige, ça c'est ses feuilles. Et ces feuilles-là, ben, elles ont des petites paires de folioles. Elles ont 12 à 24 paires de folioles, super fines. Et puis, elle est coupée à l'extrémité. Je vais vous montrer une photo. Donc, comme on peut voir juste ici, la feuille, elle est coupée à l'extrémité quand même droit. Ça, c'est un petit peu ce qui la caractérise, la myriophylle à épi. Là, elle va avoir là, au bout de sa feuille, là, c'est vraiment là, coupé super droit. C'est ça. Et puis aussi, ce qui la caractérise beaucoup, c'est que la myriophylle a épi, mais elle fait un épi à la fin de l'été qui va aller à la surface là, de l'eau. En fait, c'est une fleur, puis elle est rouge, puis elle va vraiment, là, ça va être caractéristique quand même à cette plante-là. Donc, elle va venir là, émerger de la surface de l'eau à la fin de l'été. Par la suite, je vais vous présenter le potamo crépus. C'est une espèce de plante qui est complètement submergée, elle aussi. Elle est observable au printemps et au début de l'été. Elle a vraiment, là, elle a des feuilles qui sont à bord rigides et qui sont ondulées. Et puis, elle, ce qui est caractéristique de cette plante-là, c'est qu'elle va avoir un bourgeon hivernal qui s'appelle un turillon, qui se développe à la fin de l'été, et puis qui va venir passer l'hiver dans des conditions moins bonnes pour la plante, et puis qui va réémerger des nouvelles plantes au printemps, lorsque les conditions là, vont être favorables pour cette plante-là. Comme on peut voir, ben, le turillon, c'est la photo qu'on retrouve là, à gauche ici. Donc, c'est la forme là, de résistance pour cette plante-là, pour lui permettre de traverser là, les hivers québécois. Et puis, on peut voir aussi la plante qui fait quand même des grosses colonies là, dans le fond de l'eau. Ensuite, je vous présente l'hydrocaride grenouillette. C'est une plante à feuilles flottantes, donc la feuille flotte à la surface de l'eau et elle est enracinée là, dans le fond de l'eau. Elle fait des petites feuilles en forme de rein ou de cœur et elle fait là, des fleurs là, blanches à 3 pétales, là, comme on peut voir ici sur la photo. Par la suite, je vais vous parler de la châtaigne d'eau. En fait, la châtaigne d'eau, c'est une plante quand même caractéristique. Elle a des grandes feuilles flottantes triangulaires ou en losange. C'est une plante qui a à la fois des feuilles flottantes. Là, ça va être à peu près gros. Tu sais, c'est quand même une grosse plante là, quand les feuilles là, sont étendues. Elle a aussi des feuilles qui sont submergées et raides, qui ont une autre forme un petit peu plus allongée. Puis, elle a une petite feuille, une petite fleur blanche là, qui se retrouve. Je vais vous montrer. Donc, voilà, la fleur blanche, là, on la retrouve ici sur la photo de gauche, là. Donc, une petite fleur très délicate. Donc, justement, fait que la caractéristique de la châtaigne d'eau, là, c'est qu'elle prend beaucoup de place, puis elle flotte à la surface de l'eau, là, comme on le voit ici. Par la suite, on a le faux Nymphéa pelleté. C'est une plante encore ici à feuilles flottantes. Les bords de cette, les bords de cette, les bords de feuilles de cette plante-là, ils sont ondulés un petit peu et quand on retourne là, la feuille, on va avoir là, le ventre de la feuille là, qui est pourpre, donc qui est un petit peu mauve. Donc ça va être vraiment caractéristique de cette plante-là. Et puis, elle fait aussi des fleurs jaunes qui ont des pétales à bord dentelés. Donc, on peut le voir sur la photo ici, là, c'est vraiment là, une fleur qui va venir émerger de l'eau.
On peut bien remarquer ici le caractère là, envahissant de cette plante-là qui va venir là, justement prendre toute la place dans un étendue d'eau. Donc ici, c'est encore le Faunifera pelleté qui est en période de floraison là, dans une baie peu profonde d'un lac. Par la suite, je tenais à vous parler aussi des plantes exotiques envahissantes qui sont terrestres, mais qui peuvent aussi, qui risquent de se retrouver sur les berges de lacs ou de rivières et qu'on retrouve là, toutes les plantes là, que je vais vous nommer ici, ben, on le retrouve sur le territoire. Et puis, donc, c'est ça, une plante qui est sur une berge, ben, comme je vous ai dit tantôt, euh, on va avoir une grande diversité de plantes pour avoir une berge qui est efficace puis qui va venir retenir les matériaux. Donc, si on a seulement, exemple, la renouée du Japon, mais ça va pas venir retenir les matériaux qui sont efficacement. Donc, ça va pas venir faire la job là, d'une plante qui est en berge. Donc, la renouée du Japon, la photo que je vous présente ici, c'est qu'on a trois types de renouées. Euh, En fait, on a la renouée bohème, on a la renouée du Japon qui est au centre et on a la renouée sakhaline qui est la feuille qui est la plus grosse. Dans la MRC de Mekinac, on retrouve la renouée sakhaline et la renouée du Japon. La renouée sakhaline se retrouve à quelques endroits, mais moi aujourd'hui, l'espèce que je vais vous parler, c'est la renouée du Japon parce que c'est elle qui est la plus répandue là, sur le territoire. La renouée du Japon, en fait, la taille en pleine maturité, c'est de 2 à 3 mètres. Donc, ça va être une espèce qui va pousser, qui va faire des gros massifs, des massifs hauts. Mais ce qui la caractérise beaucoup, cette espèce, c'est qu'elle a les tiges creuses, donc comme une tige de bambou. Elle va faire aussi, là, la tige va faire un petit peu des zigzags. Ça aussi, ça la caractérise bien. Elle a des feuilles ovales et sans dents et à base tronquée, c'est à la base le coupé droit. Là, on peut voir là, l'endroit là, où la feuille s'attache à la tige. Là, c'est super droit. Là. Ça, c'est caractéristique de la renouée du Japon. Puis ça va faire des petites fleurs blanches disposées en grappes, comme on peut voir sur la photo. Petites fleurs disposées comme une grappe là, de raisin. Comme on peut voir, ben, c'est une espèce qui va venir coloniser les rives rapidement, puis qui va faire des gros massifs. Donc ça, c'est deux exemples là, de renouées du Japon qui ont pris là, la place des autres espèces. Ensuite, ben, je vais vous présenter le roseau commun qu'on appelle aussi la phragmite. C'est l'espèce de plante vasculaire la plus répandue sur Terre. Donc, elle a une facilité à coloniser beaucoup de milieux. Donc, la phragmite, elle est reconnue, elle est partout. Vous l'avez sûrement déjà croisée à plusieurs endroits. Donc, elle aussi, elle va faire là, des tailles de 3 à 5 mètres. Donc, elle aussi, elle va être super grande. Elle a des feuilles vertes et larges qui sont quand même super larges là, pour une graminée. Et puis, on a l'inflorescence volumineuse typique de la phragmite, en fait, là, le petit pompon qu'on voit sur la photo. La coloration de la phragmite, ça va être quand même, de l'inflorescence de la phragmite, ça va être quand même variable. Là. On peut aller des teintes de jaune à brun à pourpre, selon aussi le stade là, qu'elle est rendue et selon aussi où elle grandit, où elle habite. Là. Donc, restez à l'affût. Donc ici, on a un bel exemple de photo là, que la phragmite, justement, elle a colonisé toutes les rives là, d'un certain lac peu profond. Donc, c'est ça. La prochaine plante que je vais vous parler, ben, le pourquoi que je trouve important de spécifier cette plante, c'est que la sève de la berce du Caucase, ça l'engendre des brûlures sévères au deuxième degré avec des cloques. Donc, c'est super important quand on manipule cette plante-là, là, d'être habillé un petit peu comme la personne là, qui est dans la photo. Donc, il faut se protéger. Donc, c'est ça. La taille en floraison, là, l'inflorescence là, de la plante, elle fait de 2 à 5 mètres. Fait que ça aussi, encore là, c'est une plante super imposante. Les feuilles sont extrêmement grosses aussi. Elles peuvent avoir une longueur jusqu'à 2,5 mètres. Les tiges sont encore une fois creuses, donc un petit peu comme un bambou.
et elles sont parsemées de taches rouge vin et avec des poils grossiers. Donc, je vais vous montrer une photo. Puis l'inflorescence, en fait, est en ombelle. Donc, je vais vous montrer. Donc, on peut voir ici la petite photo dans le bas, l'inflorescence en ombelle. Et on peut voir aussi à droite la grande feuille, là, c'est des super grosses feuilles qui se retrouvent à la base de la plante. Et la tige que je vous parlais tantôt avec des taches pourpres. Ça, c'est caractéristique là, justement de la berce du Caucase. La dernière ici, je vais vous parler de l'impatiente glanduleuse. La taille de cette plante à maturité est 2 à 2,5 mètres. Elle a des feuilles longues et étroites. Elle a des tiges vertes à rougeâtres qui sont creuses eux autres aussi, donc comme un bambou encore. Et puis, elle fait là, des fleurs roses, là, comme on peut voir dans la photo juste ici. Comme on peut voir, ben, l'impatiente glanduleuse peut coloniser des rives de fossés ou de rivières ou de cours d'eau. Donc ici, cette plante-là, elle n'est pas super, elle n'a pas un système racinaire très fort et elle se reproduit par ses graines. Donc, à la fin de l'été, la plante va mourir, puis, puisqu'elle a colonisé, elle a pris toute la place des plantes, mais en mourant, mais elle va laisser un sol à nu. Donc, c'est pourquoi cette plante-là, là, ben, a fait des effets là, super néfastes là, au niveau des rives, là. Maintenant, ben, l'idéal, c'est de les reconnaître et de stopper leur expansion quand il est encore temps, donc au début de leur implantation là, dans un lac ou sur une surface donnée. Mais quand il est trop tard, ben, il existe des méthodes de lutte. Les méthodes de lutte, c'est ça, je vous ai dit, c'est quasiment impossible quand la colonie est bien installée, mais des fois, ces méthodes-là sont utilisées pour retrouver certains usages. Par exemple, sur un lac, pour naviguer, pour créer des corridors de navigation. Euh, Quand on travaille en milieu aquatique ou en milieu humide, c'est important de faire une demande d'autorisation auprès du gouvernement. Même si c'est une plante exotique envahissante, on doit faire une demande d'autorisation auprès du gouvernement. Euh, donc, justement, on peut avoir par exemple, méthode de lutte, ben, arrachage manuel. Donc, on arrache les plantes avec la racine. Ensuite, on peut avoir le faucardage. Le faucardage, c'est de couper les plantes. Donc, ça fait un retour temporaire des usages, mais c'est pas si bon non plus parce que là, ça vient augmenter la dispersion. Si on coupe les plantes, ben, on va avoir des fragments qui vont s'en aller, là, à un endroit ou à un autre dans le lac. Fait on vient augmenter les chances de disperser, là, la plante. Par la suite, ben, des méthodes aussi qui ont été utilisées, c'est le bâchage. Donc, on vient avec des bâches, souvent c'est des bâches de coco, donc qui vont se dégrader là, avec le temps. Donc ça empêche la croissance verticale des plantes, comme par exemple du Myriophylle à épi. Mais tu sais, il faut savoir aussi que le bâchage, c'est temporaire, puisque après 3 ans, 3 à 5 ans, ben, la bâche se dégrade et puis c'est à recommencer. Puis ça, ben, c'est super difficile à étendre. Donc, c'est vraiment des gros efforts, c'est des sous pour à peu près, pour un retour des usages, là, pas si permanent que ça. C'est ça, quand on prend des jutes qui sont pas biodégradables, ben, le retrait est nécessaire. Il y a un gros effort d'ancrage. Donc, encore là, c'est une méthode qui existe, mais qui n'est pas l'idéal non plus. Au niveau des plantes terrestres, ben, la lutte, puis autant aquatique que terrestre, mais la lutte varie surtout en fonction de l'espèce. Donc, il y a des espèces qui vont avoir un système racinaire moins fort, d'autres qui vont avoir un super système racinaire vraiment fort, vraiment profond. Donc, selon, en fait, le type d'espèce, les méthodes là, vont changer. On peut faire de l'extraction, donc extraire les plantes avec leurs racines si elles n'ont pas un système racinaire trop profond. On peut enfouir aussi les plantes sous des couches d'argile épaisse, mais selon la plante aussi, il faut que la couche soit super épaisse. On peut faucher la plante
pour des retours temporaires. On peut l'arracher. Puis, il y a aussi des fois là, de l'excavation, fait qu'on retire le sol qui contient le système racinaire de la plante, mais justement, il faut retirer aussi profond que le système racinaire peut être, parce que sinon la plante va repousser là, directement. Il y a aussi des méthodes de bâchage, donc avec des géomembranes, qui est une barrière super étanche. Mais ça, il faut souvent, c'est comme par exemple la renouée du Japon, il y a une étude qui a été menée qu'après 7 ans de bâchage, la renouée vivait encore sous la bâche. Donc c'est vraiment là, c'est comme une dizaine d'années de bâchage, et puis c'est pas certain que l'espèce là va être complètement éradiquée. Des fois, il y a le géotextile aussi qui laisse passer de l'eau. Ben ça permet justement de peut-être venir planter d'autres espèces entre ça et puis venir faire là, de la compétition végétale là, dans le même cas. Par rapport à la réglementation des espèces exotiques envahissantes, la réglementation fédérale, ici, on a un règlement sur les espèces aquatiques envahissantes, donc qui aide à protéger les plans d'eau partout au Canada. En fait, ce règlement-là, ben, ça prévient la propagation et l'introduction des espèces aquatiques exotiques envahissantes dans les eaux canadiennes. En fait, ça interdit certaines mesures là, qui sont relatives aux espèces aquatiques envahissantes, dont l'importation, la possession et le transport et l'introduction là, de ces espèces-là. Au niveau provincial, la réglementation des EEE, on n'a pas beaucoup de réglementation pour le moment. Je vais vous parler d'un autre là, sujet au niveau de la réglementation dans la diapo d'après. Mais ce qui est important, ce que je trouve important de vous dire, en fait, c'est lors de travaux en milieu humide et hydrique, ben, on a différentes lois qui s'appliquent autant aux espèces exotiques envahissantes que non exotiques envahissantes, soit ben, la loi sur la conservation et la mise en valeur là, de la faune. Ça, c'est pour les activités qui sont susceptibles de modifier un élément de l'habitat du poisson. Donc, ces activités-là, ben, ça doit être déclaré au ministère afin d'obtenir des autorisations. Puis ensuite, ben, on doit, selon le type là, de travaux, ça doit respecter là, des conditions, on doit respecter aussi des mesures d'atténuation ou des périodes d'interdiction. On a aussi le règlement sur l'encadrement des activités en fonction de leur impact sur l'environnement, donc le RAFI, qui découle de la loi sur la qualité de l'environnement. Donc, ça aussi, c'est des demandes à faire au ministère, puis c'est en fait, là, selon le type d'intervention qu'on veut faire, c'est le ministère qui détermine à l'avance quelles activités sont considérées comme à impact faible, à impact modéré ou à impact élevé. Donc, des fois, ça va demander des déclarations de conformité, des fois des autorisations ministérielles complètes. Donc, tout dépendant là, le type d'activité qu'on veut faire dans le milieu humide ou hydrique. Au niveau de la loi provinciale sur les espèces exotiques envahissantes, ben, on a une loi justement qui est en phase de consultation. Là, on est début décembre là, 2025 et c'est un nouveau projet de règlement qui est en consultation publique, qui vise à interdire la production et la vente de 31 espèces exotiques envahissantes floristiques, donc dans les centres horticoles. Donc, à suivre pour cette loi-là, mais il faut dire qu'avant cette date-là, ben, les espèces exotiques envahissantes pouvaient être sans exemption là, à être cultivées dans les centres horticoles. Donc, c'est une loi qui va peut-être passer là, prochainement. Donc, par la suite, je vais vous parler des différents programmes de subvention. Il y a plusieurs programmes de subvention là, qui sont en lien avec les espèces exotiques envahissantes. Je vais vous parler premièrement de la Fondation de la faune qui a justement présentement un programme pour la lutte contre les plantes exotiques envahissantes. Et puis, on peut déposer les projets. Les dates limites là, pour les dépôts des projets, c'est le 15 octobre de chaque année. Donc, c'est une super fondation qui aide là, des super beaux projets.
Puis, par la suite, le ministère aussi, il fait un programme de station de nettoyage d'embarcation. Donc, si dans votre municipalité, vous voulez implanter des stations de nettoyage, ben, vous pouvez faire appel là, justement à des subventions auprès du ministère. La date limite et de dépôt est le 31 juillet 2027. C'est ce qui termine ma présentation. Donc, j'espère que vous avez aimé. Puis, n'hésitez pas à contacter la Samba, nous contacter si vous avez des questions sur différents sujets ou si vous avez là, justement une plante à identifier et que vous n'êtes pas certain. Ça va nous faire plaisir là, de vous aider. Passez une belle journée.